Oui, bonjour, ça va? On est déjà 12 étudiantes. Merci pour être ici avec l'information de dernière minute, mais on aimerait vous présenter l'information, pas laisser pour, pour les inconvénients de l'Internet. Est-ce que vous m'écoutez bien? Oui, Regarde. Ah oui, ok. J'étais un petit peu seule. Oui, Lenka 575. Bonjour, Lenka. Ça va bien tout le voilà. monde? Oui. Ok, bon, merci Lenka pour cette opportunité. Je sais que c'était pas pour toi facile les dernières journées avec l'Internet, mais merci. On te remercie beaucoup pour ça. Et Bah, bon, mhm. désolée pour tout le monde, hein, pour le changement, malheureusement. Oui, mais ça c'est la vie. Des fois, les choses passent. Bon, aujourd'hui, je vais vous laisser avec Lenka. Je serai un petit peu avec vous, mais je dois partir un petit plus tôt. Mais je vais laisser à Lenka de host. De sa façon, quand vous finissez, Lenka va finir, mais les gravations, ça serait recordé dans nos archives. Et lundi, je peux remonter les gravations. OK? Bon, je serai ici pour vous. Profitez le temps, parce que c'est la dernière fois avec Lenka pour cette course. Et pendant que vous êtes doux, posez toutes les questions que vous voulez faire. Et c'est ça. Et comme je viens de dire, sinon, je vais dire bye tout le monde. Et on se reverra après. On peut parler par WhatsApp toujours. OK? Bye tout le monde. Bonne journée. Merci. Alors, comme Carla a dit, vous pourrez maintenant profiter de la session un peu privée, individuelle. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions sur le dernier module spécifiquement. Qui veut commencer? Non, il n'y a pas de questions? Il y a des questions, cher Lenka. Alors, allez-y. Oui. Merci beaucoup. Nous tenons vraiment à vous remercier parce que nous avons trouvé quand même que ce cours que nous sommes en train d'étudier, il était très, très, très capital pour nous et surtout en tant qu'agent humanitaire. La Mm. nutrition en situation humanitaire vraiment nous intéresse beaucoup. Alors, par rapport au module 6, pratiquement c'est l'atterrissage, hein, le dernier module. Euh, Mm. j'ai essayé un peu de le parcourir, mais j'avais quelques interventions, aussi quelques questions que je voudrais profiter de votre part pour avoir des explications. OK. Oui, en lisant le module 6, et c'est surtout sur la partie intervention nutritionnelle et alimentaire, et je voulais avoir quand même de brèves explications sur la logique pyramidale du diagramme d'intervention en santé mentale et psychosociale en situation d'urgence. Donc, il y a sur la logique pyramidale. Donc, il y a, si vous allez parcourir cette présentation, je pense que ça doit être la diapositive 7. Non, je n'ai pas, en lisant, je ne comprenais pas tellement bien ça. Et si je peux avoir quand même juste de brèves explications, peut-être avec aussi les autres collègues qui pourront m'expliquer, ça peut m'aider. Et de deux aussi, la question que je voudrais avoir, c'est il y a dans les interventions sur la sécurité alimentaire, vous avez dit que l'aide alimentaire directe doit être de courte durée. Et c'est là pour éviter vraiment beaucoup plus la dépendance qui peut avoir Mm. vraiment plus aussi de conséquences au sein de la population, entre autres sur la production agricole et aussi le développement. Mais ici, mon inquiétude, serait c'est cette substitution de transfert. Donc, on veut que tout soit fait par les transferts monétaires. Je prends l'exemple, par exemple, dans les transferts monétaires avec la République démocratique du Congo. Mm. Ici, on a eu à faire plusieurs évaluations multisectorielles. Les transferts monétaires vers la communauté
en tout cas, on a beaucoup d'impact. Vraiment, l'historique de cette approche n'est pas tellement adapté ici parce que toute la population qui recevait vraiment les transferts monétaires ici, d'abord, il y avait des conséquences immédiates et des conséquences à long terme. Les conséquences Mm, immédiates, c'est que c'est quand on fait les transferts monétaires, donc c'est dans cette communauté-là, on trouve qu'il y a vraiment les denrées de première nécessité galopent de prix parce qu'il y a la présence des cash. Et de deux, on trouve maintenant que la population devient de plus en plus dépendante de l'aide. mm, Les gens, au lieu d'aller vaguer à leurs activités agricoles, vous trouverez qu'ils vont rester du matin au soir, du jour au jour, en train d'attendre l'équipe qui vient pour les transferts monétaires. Alors, j'ai mm, eu même à discuter avec nos amis, par exemple, de l'Organisation des Nations Unies qui s'occupe de ces transferts humanitaires, en fait, monétaires. Est-ce on ne peut pas changer d'approche? Ces approches ne peuvent mm, pas être évaluées d'une communauté à l'autre. Si, par exemple, dans une communauté où la population s'est donnée plus à l'agriculture, mais avec maintenant les transferts monétaires vers la communauté des gens qui ont connu, par exemple, des situations humanitaires catastrophiques, tout ça. Et ces transferts monétaires commencent à devenir autre chose parce que on a même documenté qu'il y a eu même des mariages qui se sont disloqués à cause des transferts monétaires. Alors, moi, mon problème, c'est que est-ce que c'est la même situation que nous vivons ici au Congo, que les autres amis, par exemple, d'Haïti, les collègues d'Haïti aussi vivent. Et ici, bref, cette approche, en tout cas, n'est pas tellement la bienvenue au Congo et surtout dans l'espace Kasaï où je travaille. Donc, mm. voilà, dans un premier temps, les deux préoccupations. Donc, avoir une explication sur la logique pyramidale du diagramme d'intervention en santé mentale et psychosociale en situation d'urgence et partager aussi l'expérience des autres collègues des autres pays, Haïti, comme ils sont là, et Madagascar. Est-ce que les transferts monétaires réussissent cette approche ici, réussit quand même bien? Voilà, dans un premier temps, je vais revenir. Merci beaucoup. Très intéressant. J'en ai un peu mal de trouver cette pyramide auquel vous référez. Je suis un peu perdue parce que ça fait un bon moment que je révisais le module. Euh, Est-ce que vous pourriez m'aider exactement dans quelle unité ça se trouve? Parce que OK, moi, je le vois pas. d'accord, ça va laisser moi entrer aussi dans le module, comme ça je vous reviens Oh, avec des références ok. Alors, entre-temps, on peut véritablement parler des transferts monétaires. C'est une question très, très intéressante. J'ai eu en fait une discussion avec quelqu'un l'autre jour qui a l'expérience de faire les transferts monétaires, mais pas au Kasaï, mais plutôt à Bunia. Et là-bas, il semblait que ça a bien marché. La, la stratégie a été bien, euh, comment je peux dire, développée. Mais je dois être d'accord avec vous que toutes ces interventions, n'importe quelle intervention en fait humanitaire qu'on fait, c'est ce qui est le plus important est de regarder en fait le contexte dans lequel on travaille parce que même la meilleure intervention du monde pourrait toujours avoir des effets néfastes sur la population. Et c'est notre responsabilité en fait de comprendre comment cette intervention ou module d'opération va fonctionner dans le contexte qu'on est. Et si par exemple, comme vous vous rendez compte que les conséquences négatives des transferts monétaires dans le Kasaï peut-être sont plus importants que les avantages, comme ça, on pourrait peut-être conclure que c'est pas la meilleure intervention et que si par exemple les partenaires, différents bailleurs, etc., poussent pour ce type d'intervention, c'est réellement notre responsabilité en tant que humanitaire de leur démontrer pourquoi en fait cette intervention n'est pas appropriée. Et je pense que pour
quelle que soit l'intervention, je suis en train de même réfléchir rapidement dans ma tête, le problème qui se pose souvent, et on a légèrement touché sur cette question dans le groupe des anglophones, est que souvent, en fait, on pense qu'on va prendre l'intervention de ici parce que ici ça marche bien et que puis partout dans le monde, on peut juste répéter la même formule et ça va marcher, c'est facile, on n'a pas besoin de travailler notre cerveau. Mais c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que chaque intervention doit être bien réfléchie par rapport aux besoins de la communauté, par rapport des autres facteurs que, par exemple, vous, en RDC, vous connaissez bien, y compris la politique, y compris la présence de différents groupes armés, par exemple, à l'Est. Tout ça doit être pris en compte pour se rendre compte que oui, ça pourrait marcher, oui, ça pourrait vraiment aider la communauté, ou pas du tout, on va trouver une autre solution. Mais parfois, en fait, on essaye de se faciliter des choses en juste faire le copy-paste, en fait, des différentes stratégies, et c'est pas du tout le cas. Alors, je pense que déjà, le module 1 avec Alexandra, quand vous avez discuté le schéma causal en fait de la malnutrition, on a touché un peu sur ça dans le module 2. Et maintenant, dans le module 6, on revient juste pour vous dire que réellement la contextualisation de ce que vous faites, c'est super important. Et si on se rend compte que ça marche pas, on n'arrive pas de réellement arriver à un certain changement, ou plutôt quand vous voyez que la communauté s'habitue, puis réellement, il faut changer l'approche. Et moi, notamment, j'en ai de fortes opinions par rapport les interventions qui n'impliquent pas la communauté. Parce que si on implique la communauté, même dans le design de nos interventions, de réellement comprendre leurs soucis, par exemple, avec la nutrition, c'est pas juste le traitement, mais aussi savoir comment on pourrait les appuyer avec le WASH, ou peut-être les activités génératrices de revenus. Qu'est-ce qui pourrait jouer le plus, par exemple, sur la prévention de la malnutrition? Là, il faut travailler avec les gens. C'est pas juste une question, voici, prenez 20 $ et débrouillez-vous. Voilà. Alors, j'espère que j'ai répondu à votre souci. Exactement. Ce que j'ai vraiment aimé dans votre réponse, c'est que dans tout ce que nous avons comme approche, il faut savoir les contextualiser. Ça, vraiment, j'ai vraiment aimé. Il faut savoir les contextualiser, ne pas faire des copy-paste, donc Mm, copier-coller. Parce qu'une mm, intervention qui a réussi à Bounia, qui a réussi en Haïti, n'est pas mm, forcément celle qui peut être encore acceptée ou réussie. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. mm. Voilà. Merci beaucoup. Et bon, ici, et la première question, c'était dans l'unité 3. Dans l'unité Oui, 3 d'accord. et Uh-huh. oui, l'unité 3. Alors, quand je parcourais les diapositives, c'était la 74e diapositive. Mais, qu'à cela ne tienne, je vais encore revenir avec beaucoup plus de précision. OK. Et oui. Et bon, Donc, en ça, je ne sais pas s'il y a diapositive. quelqu'un qui a une autre préoccupation. Moi, je peux, mais entre-temps, j'ai aussi d'autres préoccupations, mais je ne voudrais pas monopoliser d'abord la parole. Mais entre-temps, je voudrais vous donner avec précision les références pour ma première question. Comme ça, je peux avoir des explications. OK. Je peux faire un commentaire. Bonjour à tous. Euh, su- Durant le parcours, j'ai pas eu trop d'opportunités. J'ai été souvent joué par le temps pour, pour ma participation. Il y a la conversion de l'heure qui me trompait et je me suis même demandé s'il n'y avait même pas la possibilité, tout comme ça se passe dans Teams, donc on fait la programmation dans n'importe quel pays où vous êtes, ça convertit sur l'heure du pays. Mais sur Zoom, c'est pas évident. Bon, je voudrais revenir sur la question de docteur, je crois, la question du cash là. Je voulais juste Mm, un peu pour donner mon point de vue aussi, demander s'ils font ce qu'on appelle les PDM aussi. Parce que c'est vrai,
je suis d'accord avec lui qu'il ne faut pas penser à la place des gens. Et les études de marché, souvent, ceux qui conduisent ces études, c'est des gens très routiniers, ils ont fait 1000 études. On a tendance très rapidement à coller une situation à l'autre. C'est pareil à ce qu'on fait d'habitude et très rapidement on sort le rapport et ça tombe sur une formule qu'on a déjà appliquée, on applique. Mais il y a l'enquête PDM qui vient nuancer et qui rapporte un peu sur ces déviances-là. Et normalement, l'enquête PDM devrait aider à réajuster notre réponse et pour prendre en compte le retour du terrain et être vraiment collé aux besoins des gens sans créer d'autres difficultés. Moi, l'expérience de casse qu'on a eue, c'est beaucoup plus pour la sécurité alimentaire, c'est pas pour la nutrition, où j'ai travaillé jusqu'à mai dernier. Malheureusement, on a fait les distributions depuis 3 ans, on n'a pas eu de soucis, mais vers la fin complètement, on a été braqué. On a été braqué quelque part où on ne s'y attendait pas. Quelque part, alors bien que l'institution soit, comment on appelle, on a une bonne acceptance dans le milieu et tout, et il y avait des opérations de désarmement qui ne marchaient pas, d'autres paramètres qui ont amené ces gens-là apparemment à déposer les armes, mais comme les programmes de soutien ne venaient pas de façon systématique, il y a quelques-uns qui circulaient et ils nous ont braqués, on a failli perdre même un collègue. Donc, je suis d'accord et ça nous a amené, nous maintenant, à dire si on devrait continuer dans la suite, on va arrêter, quand bien même l'étude du marché montre que c'est pertinent pour les bénéficiaires et passer à la distribution de vivres in kind, la distribution in kind. Donc, voilà quelques juste commentaires que je voudrais partager avec vous. Merci. Oui, c'est très intéressant et je pense que vous avez souligné un problème, on peut dire que parfois récurrent. Ça dépend en fait de quelle personne vous engagez dans les enquêtes, quelle que soit l'enquête en fait. Mon problème particulièrement est que parfois les organisations dépendent beaucoup plus sur les enquêtes quantitatives qui sont très structurées et que puis les résultats sont chiffrés, mais puis éventuellement vous comprenez pas comment et pourquoi. Et souvent l'épidémie c'est ça, non? Que ça vous explique, je ne sais pas, une augmentation ici, ici ça baisse, etc. Mais pour comprendre réellement pourquoi c'est passé, qu'est-ce que ça veut dire réellement pour la communauté, qu'est-ce que ça veut dire réellement pour vous, vous êtes ouvert réellement à deviner en fait entre les lignes qu'est-ce que ça pourrait faire. Alors, premièrement, ce que je suggérais qu'avec chaque enquête qui est quantitative, qui a quand même un composant qualitatif qui va pouvoir en fait engager les communautés de expliquer en fait les choses, comment ça marche pour eux. Parfois, je sais qu'on est très habitué au PDM, alors que ça va pas disparaître. Mais parfois, moi, je dirais que, par exemple, pour le fonctionnement, en fait, du programme de distribution de tel ou tel hôtel, je ne sais pas si ce sont réellement des chiffres qui sont importants pour comprendre comment, en fait, cette activité devrait être adaptée aux besoins de la population. Moi, personnellement, je crois que réellement, parfois, c'est plus facile de s'asseoir avec la communauté et puis discuter avec eux. Et puis, ils vont vous sortir, en fait, des choses eux-mêmes. Nous, on préférait, en fait, comme ça ou comme ça on va faire, même pour assurer, par exemple, la sécurité. Je me souviens que ça fait peut-être 4 ans que j'étais appelée de faire une étude de faisabilité sur le cash au Madagascar. Et l'organisation voudrait en fait donner le cash aux filles adolescentes. Ils ont jugé que
pour améliorer en fait leur état nutritionnel, que les filles directement en fait devraient recevoir le cash pour qu'elles quittent pas l'école et que en fait elles peuvent se nourrir même si leur famille en fait directement n'ont pas de ressources à leur donner. On a commencé avec la discussion avec plusieurs parties prenantes et puis en fait la conclusion était que c'était vraiment juste une mauvaise idée de faire le cash pour les filles. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas le pouvoir décisionnaire, c'est-à-dire dès que la fille elle va recevoir de l'argent, elle va donner ça à sa maman, elle va rien garder pour elle. Deuxièmement, même si on essayait en fait de faire un petit peu plaidoyer que non, cet argent est juste pour les filles adolescentes, éventuellement, l'école n'était pas toujours priorité pour ces filles parce qu'elles veulent rapidement en fait quitter la maison et comme ça elles vont investir dans ce qu'ils ont appelé la beauté, un peu de vêtements qui sont plus beaux, un peu de la cosmétique, le savon, etc. En fait pour se rendre acceptable aux garçons et de chercher en fait le mariage comme ça. Alors comme ça vous voyez que parfois ça suffit juste de parler aux gens et vous vous rendez compte que votre stratégie là que vous avez déjà en tête et que vous voudriez discuter avec la communauté, ça tombe à l'eau. Une autre chose est que vous avez parlé que peut-être vous allez changer le cash pour in-kind. J'ai vu que ça peut se faire. Encore une fois, moi je dirais que parler en fait avec la communauté si ça va réellement résoudre le problème. Parce que pour moi, si, par exemple, l'organisation a été ciblée par une attaque quelconque parce qu'ils ont porté le cash, même si vous avez transporté la patate, c'est toujours une ressource. Vous pourriez toujours, en fait, se faire cibler. Alors, pour moi, je pense que là, il y a nécessité de repenser, en fait, la stratégie. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé, qui a influencé ce type de comportement? Est-ce que oui, la relation s'est brisée quelque part et il faut le reconstruire, etc., etc. Moi, je pense qu'il faut fouiller plus approfondant au lieu de juste changer, en fait, une activité pour l'autre, parce qu'après tout, c'est la sécurité de nos staffs et de toutes les personnes qui sont concernées. Alors, je m'arrête là. Est-ce que on a une question ou un autre commentaire sur la PDM, sur le cash? Bon, je pense que les explications que vous venez de fournir et ce que mon collègue venait de fournir vraiment sont amplement suffisantes. Mais et vous venez de revenir ici, généralement, et toutes ces enquêtes-là, on se base beaucoup plus sur les données quantitatives. Mais si on Hmm. pouvait aussi aller sur les données qualitatives, je pense que ça pouvait quand même nous donner vraiment des bonnes leçons Hmm. et des bonnes données sur lesquelles on pouvait se fier vraiment pour pouvoir prendre en compte telle autre stratégie. Voilà, je pense que c'est ça, c'est bien noté. Ouais, Mm. ouais. Oui, ok. Et bon, le problème avec les études qualitatives est qu'elles prennent un peu plus de temps, Exact. notamment en fait pour le faire bien, aussi pour les analyser bien. Alors parfois, en fait, les gens peuvent penser que c'est un peu trop en fait à faire, notamment en fait dans le contexte, par exemple, comme RDC, c'est juste go, 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 il faut faire vite, vite, vite parce que les programmes sont très courts, il faut savoir tout de suite comment agir. Mais réellement, si j'avais le pouvoir, je devais réellement remplacer si beaucoup des enquêtes quantitatives qui finalement ne répondent pas, ils ne vous donnent pas en fait des idées parfois suffisantes de créer votre programme qui est contextualisé, comme on a commencé à dire. Parce que si, par exemple, vous faites une enquête et vous savez que je ne sais pas, 10% des enfants sont en malnutrition aiguë sévère, ou peut-être seulement 20% des mamans allaitent exclusivement. Est-ce que ça vous donne réellement une idée quoi faire?
si vous voudriez pas faire un copier-coller. Pour comprendre mieux comment en fait placer ces interventions dans le contexte donné, vous devriez quand même comprendre c'est quoi exactement le problème, par exemple, avec allaitement maternel. Est-ce que c'est parce que les mamans sont pas là? Est-ce que c'est parce qu'elles n'ont pas du lait? Est-ce que c'est parce que elles pensent que l'enfant a besoin plus que ça pour grandir en bonne santé? Voilà, il y a beaucoup d'explications. Et si on ne demande pas, on ne connaît pas la réponse. Et puis, notre intervention ne peut pas être suffisamment contextualisée. Je vois un commentaire. OK, c'est bien noté. Si vous avez fait toutes vos analyses, bravo. Rien à dire. Ok, merci beaucoup. Et là, je passe à ma troisième préoccupation parce que la première, je vais revenir vers vous. Et je vais parcourir aussi le module 4, hein. Donc, en fait, le module 6, l'unité 4 sur la sécurité alimentaire. Et Oui. ici, voilà, il y a quelque chose qui m'a vraiment beaucoup plus sauté ticket, et c'est que parmi les actions critiques à prendre en compte dans la fourniture de l'aide humanitaire, précisément dans la Mm, sécurité alimentaire et nutritionnelle en situation d'urgence, c'est de protéger, préserver et restaurer l'environnement naturel. mm, Voilà. Ici, dans ce module, vous avez me dit, il faut tenir compte de l'effet de combustible de cuisine sur l'environnement. mm, Alors, ici, la question qui me vient en tête, ici, nous sommes en milieu rural. Je vais mm, avec mon intervention où on doit prendre en charge les enfants malnutris et il faut préparer le lait et les laits. Et nous devons les préparer avec quoi? Parce qu'il n'y a pas du cas. En fait, on n'a pas du courant. Nous sommes obligés d'utiliser la braise. Or, les mm. charbons, c'est les dérivés. Pour avoir les charbons, il faut d'abord détruire, il faut faire une déforestation. Il faut faire une déforestation, il faut couper les arbres, tout ça. Et, et maintenant, dans ces situations pareilles, qu'est-ce que nous pouvons faire vraiment pour vraiment respecter, préserver et l'environnement naturel? Hein? Est-ce qu'il y a d'autres Ça- substituts en dehors du courant, parce qu'on n'a pas du courant? Est-ce qu'il y a d'autres substituts qui peuvent vraiment aider à pouvoir fournir cette intervention? Voilà, merci. Hmm. Bah, ça, c'est une bonne question. Et je pense que vous avez soulevé parfois un antagonisme entre, par exemple, certaines politiques Voilà. que se préparent, par exemple, à grande échelle, mondialement, parce que on est quand même, en ce moment, avec tout changement climatique, etc., on est quand même forcé de faire le plaidoyer pour la préservation de l'environnement, etc., pour que notamment les pays qui ne contribuent pas nécessairement au changement climatique, pour qu'ils ne souffrent pas en fait des changements qui sont faits. Et par exemple, Madagascar, c'est un super bon exemple où la population, comme par exemple en RDC, ils vivent très simplement. Ils utilisent la même façon en fait de préparation de repas avec braise, avec charbon. Et puis, éventuellement, c'est eux qui souffrent des cyclones, des sécheresses et tout ça. Alors, moi, je dirais que si, par exemple, dans votre contexte, vous sentez que la recommandation est conflictuelle parce que vous n'avez pas d'autres moyens, ou oui, c'est juste, c'est pas faisable. Moi, je pense que vous n'êtes pas nécessairement obligé de automatiquement en fait copier cette recommandation, mais peut-être prendre quelque chose en compte. Parce que j'ai vu en fait qu'il y avait plusieurs tentatives dans plusieurs pays d'utiliser d'autres moyens en fait de préparer le repas, mais ils sont pas toujours acceptés en fait par la population et ça va prendre peut-être des années, si pas décennies, en fait, pour que la population fait le switch d'un moyen à l'autre. Alors, si cette suggestion, en fait, est faite au niveau mondial, encore une fois, ça devrait être contextualisé. La faisabilité va être questionnée. Et si toutefois, vous ne pourriez pas, par exemple,
remplacer la préparation de repas avec la braise. Peut-être il y a d'autres choses en lien avec l'environnement que vous pourriez faire pour restaurer. OK? Alors, si on ne peut pas changer façon de cuisiner, peut-être on peut changer la façon dont on gère des déchets ou on recycle ou peut-être, je ne sais pas, on va reforester, même si ça, c'est déjà ça, c'est en soi, c'est compliqué. Mais juste pour que vous avez en fait un réflexe de ne pas nuire, parce que éventuellement c'est ça, de tout ce que vous faites en nutrition ou en sécurité alimentaire ou en wash, c'est juste ne pas nuire la population ou ne pas la laisser encore dans une pire condition que vous l'avez trouvé à cause de vos activités. Belle réflexion quand même. Merci pour ça. Je veux qu'il y ait de nouvelles personnes qui se sont joints à nous. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Lenka, je suis ici encore. Oui, Et j'ai regardé qu'il y a une question ou un commentaire dans le chat, si tu veux le voir. oui, j'ai vu ça déjà. Ah, ok. Désolée, je ne suis Oui, pas oui, toujours ici. c'est moi qui ai mis le thumbs up. Ah, ok, ok. Bon, c'est le moment de parler, hein. Ok, peut-être laissez-moi revenir encore vers vous. Je pense que j'ai Allez-y. beaucoup plus pris la parole. Et en fait, et j'ai été émerveillé en lisant aussi vraiment ce module qui m'a beaucoup plu. Et c'est, entre autres, il y a un élément très capital où, dans la rédaction des différents projets d'intervention que nous devons rédiger et soumettre, par Mm. exemple, au bailleur, et il y Mm. a un élément très capital, c'est que nous devons insérer le plan d'exit, Ah, ouais. le plan de sortie. Voilà. Mm. Mais ce plan de sortie, généralement, dans la plupart des projets que nous mettons en œuvre sur terrain, les plans d'exit, on les communique aux bénéficiaires, c'est vers la fin. Mm. C'est vers la fin. Donc, mais Mm. avant l'intervention, on communique moins, vraiment Mm. presque même pas sur le plan d'exit, Mm. comment ça va être. Et ce qui fait Mm. que c'est vers la fin de l'intervention où les bénéficiaires viennent maintenant avec beaucoup, beaucoup d'attentes. Donc, Mm. je pense peut-être qu'avec l'expérience de vos différentes interventions aussi ailleurs, vous pouvez un peu en parler un peu plus là-dessus. Je pense que ça peut nous édifier davantage. Oui, alors, merci. Ça, c'est aussi une super bonne question. En général, je suis d'accord avec vous que les plans de sortie, pour quel que soit le projet, est très sous-estimé. Comme vous dites, c'est à la fin qu'on se dit, ah, il faut dire à la communauté ça et ça. Hmm. Déjà, moi, je dirais un problème avec cette stratégie, si on pourrait l'appeler comme ça, est que si c'est à vous, en fait, de, de communiquer votre plan de sortie, c'est-à-dire que vous prenez la population juste comme les bénéficiaires. C'est eux qui reçoivent, ils n'ont rien à dire, ils doivent juste accepter leur sort qu'à un moment vous allez partir. Okay? Et ça, c'est aussi, par exemple, pour les systèmes de santé. Il y a des organisations qui viennent, qui essayent de renforcer le système de santé, et puis ils disent, bah, en fait, le mois prochain, on ne revient plus. Okay? Et puis, le système santé s'écroule parce que, en fait, ils n'étaient pas suffisamment préparés pour la transition et de encore travailler tout seul. Alors, moi, je dirais que depuis le commencement, il faut bien engager, si c'est le système de santé, c'est le système de santé, si sont la communauté, sont la communauté, si sont les deux, ce sont les deux, toutes les parties prenantes pour maintenant savoir, en fait, de décider ensemble comment les choses devraient se passer
jusqu'à quel moment le projet va continuer et comment, en fait, vous allez préparer la transition. OK? Mais le problème est qu'avec les activités d'urgence, comme je dis que c'est vraiment c'est go, on y va, il faut faire vite, 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 on réellement sous-estime que la population a quelque chose à dire, la population a la décision, le pouvoir de décision et qu'il devrait réellement intégrer dans le processus tout au long. Parce que même, par exemple, cette stratégie de sortie, à la fin, elle n'a pas de valeur. Parce que si vous allez le mettre en place à la fin, comme je dis, le système va s'écrouler. Combien de projets il y avait déjà qu'on a essayé de faire quelque chose de bien, mettre en place, par exemple, la tontine ou les jardins communautaires ou quelque chose que ce soit, le jour que le ONG a dit bye bye, on part, fermé, détruit, et c'est fini. Hein? Et c'est ça le problème. Que l'engagement, en fait, n'a pas été fait suffisamment. Alors, moi, je suggérais de. Moi, je suis une forte promoteur, en fait, de l'engagement communautaire. Je vraiment crois en ça. Et j'en ai aussi des preuves que si ça peut marcher, ça fait de bels résultats. Donner le pouvoir au peuple. Je vois la main levée, Madame Salimata, Ok, si c'est bien merci. ça. Oui, c'est ça. Merci bien. J'ai vraiment apprécié votre intervention sur le plan de sortie. Est-ce que vous m'entendez? Oui, D'accord. Voilà votre intervention sur le 5 plan de sur 5. sortie parce que, ok. Vu dans le sens de la façon dont tu as formulé la question, c'est comme si les populations, comme elle l'a dit, étaient uniquement que les bénéficiaires, alors qu'ils doivent être des parties prenantes dans la mise en œuvre du projet. Donc, dès le départ, dans l'écriture, dans le déroulement, qu'ils soient au cœur et qu'ils sachent à quel moment qui doit faire quoi et savoir aussi qu'à un moment donné, une partie doit se retirer et les choses vont continuer avec eux, bien sûr. Et donc, ça m'a vraiment plu. Merci beaucoup pour cette intervention. Et donc, c'était juste pour dire ça. ah, merci beaucoup. Non, Merci. c'est vraiment merveilleux quand la communauté, en fait, prend la responsabilité. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand j'ai parlé, en fait, d'un projet que on a fait, en fait, à Sénégal. Et là, on a travaillé réellement avec la communauté. Ils ont décidé tout de point de A jusqu'à Z. Pendant 3 ans, on était à leur côté. Chaque fois qu'ils avaient une question, on a répondu à une question. Mais ce sont les communautés même qui ont commencé à faire des activités, par exemple, comme le poulailler, où ils ont réhabilité le centre de santé, où ils avaient réellement, chaque village avait différentes activités à mener. Et on a leur dit depuis le début qu'à un moment, en fait, on aura besoin de se retirer. Et au moment, en fait, de restitution du projet, il y avait le préfet qui est venu, toutes les autorités, tout le monde était heureux. Mais moi, j'avais réellement le cœur si petit comme ça parce que je me suis dit, est-ce que réellement le temps qu'on a investi dans l'engagement de ces communautés, est-ce que ça a réellement marché ou parce que, en fait, on s'est retiré, que tout va tomber à l'eau et que la communauté va laisser tomber. Je suis super contente que je peux dire que maintenant, à peu près, je ne sais pas, 4 mois de la finition de l'activité, la communauté continue leurs activités. Ils continuent de nous appeler. Ah, on a fait telle et telle chose. On voudrait faire encore plus. On a des idées. Venez encore nous voir. Par exemple, il y avait notre mobilisateur communautaire. Son papa est décédé. La communauté, en fait, a fait
ils ont essayé en fait de lui soutenir. C'est-à-dire que si on crée des liens, l'activité va continuer. Et moi, je suis super fière d'eux. Je suis super fière qu'ils n'ont pas laissé tomber, que les coopératives marchent toujours, qu'au lieu d'avoir une ou deux activités, maintenant ils ont 3 ou 4, parce qu'ils ont plein d'idées, ils veulent réellement, et ils ont dit, ça c'est notre projet, c'est pas vous, c'est notre. Alors, le changement est possible. Il faut juste avoir la patience. C'est ça, et aussi montrer aux communautés qu'ils ont le pouvoir, ils ont la capacité, au fait, c'est ça. Et plus ça que de leur donner de l'argent. Il y a des gens qui Ouais. viennent et qui sont prêts à les payer, à les payer. Souvent, on n'a pas forcément besoin d'argent, mais de reconnaissance et de savoir que vous croyez en nous, vous nous accompagnez et on va ensemble. Ouais. Ben, Merci. je dois avouer qu'on a leur donné de l'argent, mais plutôt on a donné une somme totale pour la communauté. On vous donne ça, mais on a, entre guillemets, conditionné ça par le développement de projet. C'est-à-dire, comment, en fait, vous voudriez que cet argent tourne et que ça aide à toute la communauté. Et comme ça, ils ont développé leur petit plan et ils ont dit, nous, on va faire comme ça, nous, on va faire comme ça. Et on a dit, OK, maintenant, on vous accompagne dans cela. C'est-à-dire qu'il y avait quand même ce boost financier, mais on ne voudrait pas que ce boost va disparaître. C'est-à-dire que lors de consultations, on a essayé de leur guider que vous avez maintenant cet argent, comment vous allez assurer que cet argent circule toujours même après 1 année ou 2 ans. Et c'est comme ça, eux, ils ont développé leur stratégie et ça marche bien pour l'instant. Même si on n'est plus là. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Je pense que j'ai vu HP lever sa main à un moment. C'est pas qui se cache derrière HP. Oui. Oui, t'as mis le commentaire. Oui, oui, oui. Ce type de projet, vous ne pourriez pas nécessairement faire en urgence. Ça, c'est clair. Ça prend un petit peu plus de temps. Par contre, où vous pourriez avoir influence et de plaidoyer contre les projets d'urgence. Bon, plutôt, ça c'est une mauvaise formulation. Laissez-moi réphraser. Plutôt de dire que c'est pas nécessairement les projets d'urgence qui vont faire une grande différence en fait dans la vie de personnes. Parce qu'après tout, le projet d'urgence, c'est juste pour adresser un changement de vie soudain, soit le conflit, ça, ou cyclone ou quelque chose. Mais que la communauté, en fait, a besoin d'un appui puis à long terme. Et je pense que c'est là où la RDC, c'est un super bon exemple qu'il y avait tant de projets d'urgence, il y a toujours une urgence quelconque, mais est-ce que véritablement ça aide à long terme? Ça, c'est douteux. Ah, ok, je vois maintenant. Ah, ok, ça c'est pour la prise en charge de santé mentale, je pense. Exact. C'est ça. Ouais. Oui, voilà. La prise en charge de santé mentale. Donc, avoir juste quand même une brève explication là-dessus. Oui, je vais avouer, je suis pas spécialiste en santé mentale, alors je vais essayer de vous expliquer ce que moi je comprends généralement sur cette question. En fait, ce que ce pyramide essaye de vous montrer d'une manière, vous pourriez penser à ça comme un outil de ciblage. Parce que pour la santé mentale, c'est peut-être un petit pourcentage de gens qui auront besoin d'un soutien
psychologique, on peut dire, par les prestataires en fait de santé, c'est-à-dire les psychologues, etc. Si ça arrive déjà à ce point, ce sont ces gens-là que je pense que c'est eux qui sont couverts par les services spécialisés. Alors que nous tous, en tant qu'êtres humains, on peut bénéficier d'autres services qui font toujours en fait partie de la santé mentale ou de notre bien-être mental, mais ils sont pas encore spécialisés. Alors, si on prend toute la population à la base de la pyramide, c'est là où on applique les considérations, comme on dit, considérations sociales, concernant les services et la sécurité de base, c'est-à-dire que tout ce que nous, on a besoin, en fait, pour se sentir à l'aise, OK? Puis, si, par exemple, ce service n'existe pas, ou plutôt, on commence à rencontrer, en fait, des problèmes, c'est là où on pourrait être appuyé par nos familles, par notre entourage et la communauté pour traverser en fait des périodes de difficulté. Et ça pourrait se faire que déjà, en fait, nos problèmes sont résolus et on revient à la base, qu'on se sent en fait en bonne santé nutritionnelle et mentale. Par contre, si notre famille et notre communauté n'est pas capable de nous offrir un support dont on a besoin, puis peut-être on aura besoin de recourir aux services qui sont déjà spécialisés et ciblés peut-être pour le problème qu'on rencontre. Et là, peut-être ça pourrait être, je ne sais pas, les services pour les mamans, ou plutôt pour les femmes qui sont avec soit les petits-enfants ou... oui, il y a, il y a un mot qui m'échappe. Bref. Et puis, si toutefois ce problème n'est pas résolu ou suffisamment capté à ce niveau, puis en fait, peut-être la personne déjà se retrouve dans la situation de détresse. Et comme ça, réellement, elle aura besoin d'un appui psychologique ciblé pour le problème qu'elle rencontre. Alors, je ne sais pas si maintenant cette explication vous aide un peu, parce que réellement, à la base, c'est nous tous, les êtres humains, on essaie en fait d'être content dans notre environnement, puis qu'on rencontre et peut-être gérer même des choses au niveau personnel. Non, on a tous des stratégies en fait de gérer le stress. Si ça va pas, peut-être il y a nos amis, les maris, les femmes qui nous aident, la communauté. Non? Et puis si ça aide pas toujours, peut-être on pourrait trouver les soins dans les groupes de soutien même, ou avec un mobilisateur communautaire qui va nous permettre en fait de gérer certaines choses. Et toujours si ça ne marche pas et on a une détresse, puis on a un recours au psychologue. Ça va mieux comme ça? Ou je dois le relire? Je Bon, pense que c'est pas mal, c'est déjà bon. Et on va continuer aussi la lecture. Hmm. Hmm. Oui, je vois la main levée. Oui, Allez-y. en fait, c'est juste un commentaire par rapport à la préoccupation du docteur là. Sinon, Hmm. en général, les informations que vous avez données sont justes, sont pertinentes. C'est que quand on observe bien la communauté, en général, je parle de la communauté africaine, parce que il y a aussi les questions culturelles qui jouent beaucoup. Et la tendance Hmm. à se soutenir, à s'entraider, à aller au secours de l'autre et tout ça, elle est là, elle est culturelle.
Et en général, les gens conseillent, quand vous voulez même apporter des choses nouvelles dans un milieu qui est aussi déjà structuré, bien organisé, d'éviter Hmm, de bloquer ce lien, ces réseaux hmm, et ces personnes qui sont là, qui peuvent apporter ces genres de soutien. hmm, Mais je crois que je ne me rappelle plus euh, le nom de la CPI, je crois que c'est CPI, Intercommunity, Interagency. Pourquoi j'oublie les deux autres là? Il y a les gens, c'est-à-dire un peu à la lumière de la pyramide là, les hmm, gens, voilà, ils ont tracé, c'est l'assistance psychosociale vient d'abord, commence d'abord par les gens qui sont dans la communauté. hmm, Après, comme vous l'avez dit, il y a un certain nombre de problèmes qui trouvent déjà leur solution au niveau local. hmm, Progressivement, les agents sociaux, les prestataires sociaux, jusqu'aux psychologues. Et quand ça dépasse maintenant les psychologues, les psychiatres aussi peuvent venir pour d'autres aspects. C'est un peu ce que j'ai regardé un peu un peu dans la chaîne de la prise en charge psychosociale au niveau communautaire. Donc, ce que vous avez dit n'est pas faux. Ça m'a rappelé un peu ces hmm. choses que j'avais lues avant. Donc, on Et dit, ce qui est intéressant surtout, c'est il faut pas imaginer une communauté où il y a eu un incendie, les gens ont perdu leur vivre et tout, et hmm, d'autres familles se sont organisées pour leur fournir des repas. Quand vous rentrez hmm, dans un milieu comme ça pour faire de l'assistance alimentaire, si hmm, on se base sur nos principes sphères et autres et tout ça, l'aide ne se donne qu'aux personnes, comment on appelle, aux personnes victimes, mais qui sont sinistrées et tout ça. Oui, mais vous allez le faire, mais au lendemain de votre assistance, les gens vont dire, d'accord, comme c'est vous, personne n'a pensé à nous et tout, nous aussi, on arrête de vous faire le peu qu'on avait l'habitude de le faire. Et il y a hmm, certaines organisations qui ont compris ça, de manière à ce que dans le ciblage, ils prennent aussi bien hmm. ces familles sinistrées que les familles hautes, les communautés hautes, dans une proportion pour garder un peu l'équilibre social dans les... Merci, c'était des commentaires. Un super bon commentaire. Alors, j'en ai trois choses sur lesquelles je voudrais réagir et j'espère que je ne vais pas oublier ça au fur et à mesure. Mais le premier, à souligner que c'est super important, comme vous avez dit, de encore contextualiser l'intervention, quelle que soit. C'est-à-dire que si c'est en santé mentale et il y a déjà des systèmes existants dans les communautés, comme vous avez mentionné, l'entraide, que, en fait, le système que vous voudriez, par exemple, ajouter à renforcer, que ça s'appuie déjà sur la base qui existe et que on ne commence pas, en fait, à zéro. Parce que toujours la communauté, elle fonctionne d'une manière ou l'autre et nous, on devrait juste, en fait, appuyer le système qui existe. Et comme vous avez dit, si par exemple, nous, on a nos critères en fait de sélection et de ciblage, mais après, dans une urgence quelconque, en fait, toutes les personnes sont affectées. C'est-à-dire qu'on ne peut pas maintenant dire que bah, toi, ta maison a brûlé, alors tu vas recevoir un repas, et toi, ta maison est toujours intacte, alors tu ne vas pas recevoir, parce que on manque aussi une opportunité de renforcer des liens entre les membres communautaires post un choc quelconque qui pourrait en fait mobiliser les ressources communautaires et en fait et les aider de commencer en fait de reconstruire. Moi, je me souviens que en Haïti spécifiquement, après le tremblement de terre en 2010, la période de 3 jusqu'à 6 mois après le tremblement de terre, tout le monde, en fait, s'est senti affecté par l'événement et il y avait
forte mobilisation, en fait, communautaire. Ça commençait, en fait, puis chuter après, comme les gens se sont habitués. Mais dans tous les premiers mois, tout le monde était disponible de faire, d'aider la communauté, etc. Et c'est là, en fait, il faut réellement appuyer la communauté parce que eux-mêmes aussi, ils ont la force. C'est pas qu'ils attendent maintenant, bah, venez nous aider parce que nous, on sait pas quoi faire. Non, la communauté a ce système et puis c'est notre responsabilité de les aider. Alors, je pense que j'ai touché sur 2 points et maintenant, il y a un qui m'échappe rapidement, mais peut-être ça va revenir. Ah oui, je voudrais aussi dire que, comme vous avez dit, que dans la culture, entre guillemets, africaine, vous avez votre façon, en fait, de gérer. Notamment avec la santé mentale, je sais que ce sont pas des questions qui parfois se discutent facilement, mais il faudrait pas les sous-estimer. Parce que même, par exemple, dans le fond de Kassai, j'avais des discussions très profondes avec des personnes sur leurs sentiments. Et en fait, eux, ils ont dit que chez nous, en fait, on se permet même pas de parler de notre chagrin, de nos difficultés, parce que tout le monde vit la difficulté. Et c'est-à-dire que c'est comme si c'est pas ressenti approprié ou eux, ils ont aussi leurs problèmes. Alors pourquoi maintenant, moi, je devrais encore parler de mes problèmes comme si j'avais plus de valeur que les autres. Alors comme ça, parfois, les gens, en fait, ils vraiment poussent leurs sentiments très en bas et c'est pas nécessairement bien. Alors, oui, parfois, s'il y a une possibilité, en fait, de leur aider, de aider à la communauté de exprimer tout ce qu'ils pourraient, en fait, ressentir après les atrocités ou tout ce qui s'est passé, et que, en fait, ça pourrait aussi, en fait, recréer des liens entre eux, ou plutôt de renforcer des liens entre eux, parce que maintenant, ils voient qu'ils partagent, en fait, l'expérience, ils partagent les sentiments, et ça pourrait, oui, aussi les mobiliser pour une cause ou l'autre. Alors, j'espère qu'on est bien là. Il nous reste que 10 minutes plus ou moins pour terminer. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres questions que vous voudriez qu'on réponde? De toute façon, c'était super intéressant avec vous, super différent de ce qu'on a discuté avec le groupe anglophone. Alors, merci beaucoup, notamment Dr. Albert, pour toutes ces questions. Alors, quelques minutes de plus pour les dernières interventions. Je ne sais pas, Cassie, Josiane, Salimata, est-ce qu'il y a quelque chose? Ou en clôture? Non, pour moi, c'est bon. Merci beaucoup. C'était intéressant. Merci. Oui. Bon, merci beaucoup. Je pense que la discussion était tellement très intéressante avec des explications des uns et des autres. Et, et là, en fait, la question qui me vient beaucoup plus à l'esprit, c'est le renforcement, c'est la question qui est relative au renforcement des systèmes de santé hein, pendant les situations d'urgence où Mm, on nous demande hein, et d'accroître la résilience en aidant la communauté, les bénéficiaires à pouvoir s'approprier vraiment plus d'interventions. Mais mm, la difficulté des fois qu'on trouve sur terrain, et personnellement, mm, c'est vous venez avec une intervention. On sait mm, qu'une intervention d'urgence, elle est vraiment très bien limitée dans le temps et dans l'espace. mm, Alors,
comment avoir la résilience et de cette communauté, c'est de pouvoir faire d'abord des transferts de compétences, aider cette communauté à pouvoir s'approprier. Mais dans la plupart des cas, surtout en situation d'urgence, c'est que c'est la communauté, par exemple, nous travaillons avec les zones de santé, les districts sanitaires, où vous trouvez vraiment que toute intervention est motivée au moins par l'argent. S'il n'y a pas Ah, l'argent, en tout cas, il n'y a pas appropriation de tout ce qu'on fait. Et là, on est obligé, parce que comme on est redevable, on est hmm, obligé de pouvoir, des fois, faire ce que ces gens-là doivent faire à leur place parce que vous devez produire des résultats. hmm, Et je ne sais pas, c'est ce genre de difficultés que nous avons, et beaucoup plus aussi vraiment en RDC, est-ce que c'est ce que les autres trouvent aussi ailleurs? Et est-ce qu'ils peuvent aussi peut-être partager avec moi aussi cette expérience-là? C'est une très grande difficulté, une très très grande difficulté vraiment pour ne pas faire des substitutions, mais vous êtes obligé par hmm, moment de pouvoir le faire pour certaines tâches afin d'avoir au moins des résultats attendus de vous. Je ne sais pas si hmm. les autres ont aussi la même difficulté et comment ils parviennent quand même à contourner ça. Hmm. Je pense que c'est un problème un peu partout, mais si les autres veulent répondre, allez-y, hein. C'est une bonne question. Ouais. Je ne vois pas personne réagir. Peut-être si Bon, je veux dire que... Allez-y, allez-y. non, moi, je voudrais juste partager avec le docteur un peu ma réflexion, c'est d'avoir des approches un peu intégrées pour gérer les questions de motivation. Vous voyez, bon, dans un programme où, à côté du paquet de nutrition santé, il y a les systèmes comme ce qu'on appelle communément les AVEC, les, euh, l'épargne, le crédit, comment on appelle, les groupes d'épargne, groupes communautaires ou d'autres choses, de manière à ce que les mêmes qui participent à telle ou telle intervention se retrouvent aussi comme étant acteurs de premier rang dans le programme de santé et nutrition. Ça contribue quand même à les maintenir un peu dans le programme et que d'avoir des acteurs un peu cloisonnés, même si les projets ont plusieurs composantes, mais les gens ils n'ont pas des opportunités de compléter, de travailler ensemble pour que le bénéfice d'un rejaillisse toujours dans le même ménage. Parce que que ce soit les volontaires, les relais communautaires, les groupes de moments de nutrition, que ce soit ci ou ça, ces mêmes personnes, s'ils se retrouvent aussi dans d'autres paquets où le bénéfice se rejaillit sur eux, où on leur donne des semences, on leur donne ceci pour aller, comment on appelle, pour la production agricole ou tant. Ça contribue quand même d'une manière ou d'une autre un peu à mais quand on prend la nutrition pure et dure qu'on amène dans les communautés et tout, on a, comme vous l'avez dit, on a comme impression que les gens n'ont pas encore compris que le développement humain, que ce soit physique, mental et tout part de là et que c'est une question très importante dans laquelle il faut s'investir, quoi. C'était juste mon commentaire. Merci beaucoup. Oui, je suis d'accord que euh, il faut, en fait, d'une manière, il faut compenser en fait le temps, notamment si par exemple on parle des relais communautaires, souvent il y a trop de pression sur les relais communautaires pour la vaccination, pour le dépistage de malnutrition, pour autre chose, séances de sensibilisation, etc., etc. Et en même temps, on leur dit non, c'est juste le bénévolat. Alors là, je suis d'accord qu'il faut en fait trouver une place pour eux, pour que
ils peuvent avoir certains bénéfices de cette activité parce qu'ils donnent beaucoup, en fait, à la communauté et services de santé. En même temps, si j'ai bien compris, Monsieur Dr Albert a aussi soulevé une question, en fait, de ce qu'on voit souvent avec le per diem pour telle activité et que si vous discutez sur la mise en place, en fait, d'un projet de nutrition qui, par exemple, devrait cibler les enfants, leur préoccupation majeure est qu'est-ce qu'on aura, combien de l'argent on va gagner, parce qu'on sait que l'État peut-être ne leur paye suffisamment ou pas du tout. Et comme ça devient la bataille parce que eux, ils ont peut-être, ils sont en situation où ils peuvent dire, soit vous donnez ce qu'on nous on demande, ou soit il n'y a pas un projet. Non? Moi, j'ai vécu pas mal de situations pareilles où j'ai entendu des situations. Alors là, en fait, on sait, c'est une question que se discute beaucoup, je pense, parmi des personnes, même dans mon entourage, où on se pose une question si c'est pas le grand défaut, en fait, du système humanitaire, ou parce que la communauté, avant l'arrivée des humanitaires, est-ce que, en fait, ils étaient habitués au per diem ou c'est quelque chose qu'ils ont appris avec nous? Parce qu'on voudrait, en fait, leur payer ici et par là, et maintenant, ça devient une condition de la mise en place du projet. Et je pense que c'est ça qui devrait être repensé. Parce que puis, finalement, en tant qu'ONG, on commence à avoir des budgets de plus en plus limités, non? Avec même des décisions du gouvernement américain. Et on va plus jamais, en fait, pouvoir de satisfaire ces demandes et d'une manière aussi remplacer l'État en ce qui concerne en fait la valorisation du staff qui se trouve dans le système de santé. C'est pas possible. Ça peut marcher un peu, mais il faudrait en fait que à long terme la stratégie est mieux construite. D'autres idées par rapport à cette question? D'autres réflexions? Sinon, on a un peu dépassé l'heure. Alors, je vous donne peut-être dernière possibilité de poser une question s'il y a encore quelque chose. Et sinon, j'aurai le plaisir de vous souhaiter un bon week-end. Bon, je m'excuse, cher Linka, mais c'est pas. Nous sommes pratiquement, c'est le sixième module. Ah, Après ça, je ne sais pas, est-ce que il y aura d'autres sessions qui vont être organisées sur l'ensemble de la matière ou et comment ça va se faire? Voilà un peu. oui, bon, j'en ai pas peut-être des informations. Je pourrais demander à Carla, mais d'après ce que j'ai compris, ça, c'est le dernier webinaire qu'on a ensemble et qu'il n'y a pas d'autres webinaires prévus. Sauf si, par exemple, collectivement, vous demandez qu'il y a quelque chose d'autre qui soit organisé pour vous. Mais normalement, d'après ce que Carla a expliqué mardi, vous aurez à peu près 2 mois en fait pour réviser le contenu, terminer en fait vos examens, etc. Et je pense que c'est tout ce qui est prévu. C'est-à-dire que si vous pensez que vous voudriez avoir une séance de plus, il faudrait discuter avec Carla directement
le problème, bon, problème. Oui, un souci est que chaque tuteur qui a été avec vous, on était engagé par rapport à nos forces dans la nutrition, quand la nutrition est très variée. Alors, oui, je ne sais pas, par exemple, si vous devriez avoir quelqu'un qui va couvrir tous les 6 modules, comment en fait ils vont nous tous mobiliser pour soit être présents ou avoir une personne qui pourrait répondre à toutes les questions. Parce qu'il y a quand même une différence, par exemple, de profil de Franck qui était avec vous pour le module 4 et 5. Et par exemple, mon profil, quand j'étais avec vous pour le module 2 et 6. Mais c'est possible, pardon. D'autres préoccupations? Bonjour à tous. En fait, je voulais juste enchérir sur la proposition du collègue en ce qui concerne une sorte de révision générale pour les 6 modules, car certaines fois, il y a des webinaires que j'ai pas pu suivre, soit à cause du fuseau horaire ou encore à cause d'autres occupations personnelles. Donc, je pense que ce serait important de faire une petite révision générale de tous les modules, mettre les accents là où les points sont beaucoup plus importants. Donc, comme tu n'en as pas pu apporter une réponse concrète, j'espère que tu pourras faire un suivi en ce sens pour nous et voir dans quelle mesure ce sera possible d'avoir cette petite, si on peut l'appeler un atelier, pour qu'on puisse réellement être situé sur tout ce qu'on a vu durant le programme. Merci beaucoup. Ok, c'est noté. Merci beaucoup. Autre chose? Ok, bon, je vois pas encore des mains qui sont levées. Alors, comme ça, je voudrais vous réellement remercier pour votre participation aujourd'hui. C'était un plaisir de vous avoir et de pouvoir discuter avec vous. C'était super intéressant. Alors, je vais transmettre votre demande à Carla pour cette révision générale, comme vous l'avez appelée. Et entre-temps, je vous souhaite un bon week-end. J'espère que là où vous êtes, que c'est plus ou moins calme et que vous pourriez vous reposer peut-être après une semaine chargée au travail. Et oui, bonne chance avec cette dernière étape avant d'avoir votre diplôme. Merci beaucoup, Sherlinka, merci. Bonne continuation, bon week-end. Merci, docteur. J'étais écrit un chat, je voulais ton WhatsApp, si c'est possible. Ok, merci beaucoup, je vais lire ça. Merci vraiment.